Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de La Belle et le Taulard. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Guillaume Maury, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. Cherchez la femme, a écrit Alexandre Dumas dans Les Mohicans de Paris. Dans cette affaire, elle s'appelle Shafa Abdallah. Un petit caviar, disait son amant. Une croqueuse d'homme, disent les policiers. Elle est bien foutue, elle est hypersexuée, elle attire les hommes. Ses ex-compagnons la dépeignent tous comme étant une menthe religieuse. Beaucoup d'hommes tombent dans le panneau et se font avoir par cette personne. Son dernier compagnon s'appelait Sylvain Rouviot, un petit lascar sur le retour qui vivait de cambriolage. Sa passion pour Shafa Abdallah l'a conduit aux assises avec elle pour meurtre. 5 projectiles au niveau de l'épaule droite, 8 dans l'abdomen et un corps carbonisé dont il ne reste rien. Un meurtre que Sylvain Rouviot a toujours nié, comme Shafa Abdallah d'ailleurs. Mais qui a menti ? L'amant jaloux ? La femme manipulatrice ? Deux libertins en mal d'argent ? C'est le mystère que la PJ de Toulouse a dû résoudre dans une affaire où il est question de sexe, d'argent et aussi d'une fameuse émission judiciaire. Chaume, le 28 septembre 2011, à 25 km de la frontière espagnole. Il est près de minuit quand les pompiers volontaires d'Aspet s'attaquent au feu qui a embrasé une 306 abandonnée en pleine nature. Le maréchal des logis Bernard Marty se rend sur place. Le véhicule est stationné dans une carrière, en pleine nuit, personne autour, à part un chien qui rôde autour de la voiture. Une voiture cramée, on a l'impression qu'elle est blanche, parce que toute la peinture est partie. Il n'y a plus rien, plus aucun jouet, tout est cramé. Il n'y a que l'armature ferraille. À part le chien que les pompiers récupèrent, pas âme qui vive. Personne dans l'habitacle, personne dans la carrière. C'est qu'en poursuivant leur investigation, en ouvrant le coffre, qu'ils ont découvert un amalgame de chair. Un amalgame, c'est un tas non identifié et qui est carbonisé en partie. Voilà. Valérie Noël est juge d'instruction au TGI de Bordeaux. On a pensé qu'il s'agissait de personnes qui auraient incendié le véhicule suite à un problème de chasse. Bon. On est dans une zone de montagne, donc tout le monde pense à un braconnier. Donc ils envisagent que ce soit une bête qui est dans le coffre. C'est la raison pour laquelle il faut intervenir un vétérinaire pour identifier cette bête. Voilà. Il dit que ça peut correspondre à un chevreuil. Voilà. La voiture est évacuée dès le lendemain pour être entreposée chez le garagiste du village. Dominique, elle est à qui cette voiture ? Un chasseur, un braconnier ? En tout cas, elle n'est pas inscrite au fichier des véhicules volés. On va l'identifier grâce à son numéro d'immatriculation. Et elle appartient à cet homme-là. Il s'appelle Jacques Serrail. Il aura 59 ans dans 2 jours. C'est un chauffeur routier qui vit seul. Et surtout, il habite très loin d'ici. Il habite à Besançon. C'est à 900 km. Et le Labrador, le chien qu'on a retrouvé à côté de la voiture, c'est son chien. Il s'appelle Lucky. Et il est identifié grâce à son tatouage. Et il dit quoi, Serrail, à propos de ce barbecue ? Alors, à sa dernière adresse personnelle, il est introuvable. Mais il ne figure pas au fichier des personnes recherchées. Mystère. Les gendarmes vont aller voir dans les fichiers et il a un stick. Il a une condamnation au système
de traitement des infractions constatées. Il est connu. Condamné pour quoi ? Pour trafic de stupéfiants et transport d'armes. 7 ans auparavant. En fait, c'était une mule, c'était un gars qui passait de la drogue dans son camion. Il était condamné à 6 ans. Il a effectué cette peine de 2004 à 2010. Et au moment donc, où on le recherche, ça fait moins d'1 an qu'il est sorti de prison. Ce qui ouvre une nouvelle piste, somme toute assez banale, si près de la frontière espagnole. L'hypothèse des stupéfiants semble bonne. Depuis sa sortie de prison 1 an plus tôt, Jacques Sérail s'est bien relancé dans les affaires, avec un peu d'appréhension. John Levray est un ami de Jacques Sérail. Il dit que le milieu a bien changé. Maintenant, c'est compliqué avec les jeunes qui font des go fast, avec des opportunistes qui, eux, vont braquer directement ceux qui transportent parce qu'ils connaissent ça. Ils les interceptent, ils les braquent, ils prennent leurs marchandises, et même ils peuvent des fois aussi les cogner, quoi. Hein. Donc, il a peur de ça, Jacques. Jacques Sérail reste introuvable. Et 2 jours après l'incendie, l'odeur de charogne qui se dégage de la voiture commence à agacer le garagiste, qui demande aux gendarmes d'appeler un équarrisseur. Je suis ariégeois et fils de paysan. On aurait dit l'odeur d'un cochon que l'on crame avant de le dépecer, quoi. Voilà. Mais avant de faire évacuer l'animal, les enquêteurs sollicitent un nouveau vétérinaire. Le premier n'a jeté qu'un coup d'œil rapide sur la carcasse et il ne semblait pas bien sûr de lui. Le second vétérinaire a été requis pour rechercher l'identification de cet animal. Par la boucle d'oreille, si c'est un chien, peut-être il y a un collier. Il bouge cet amalgame, il le sort et il le dépose sur le rayon arrière. Ça leur pète au nez d'entrée parce qu'ils ont de suite aperçu le crâne. Un crâne humain. Et bientôt, une montre, attachée à ce qui reste d'un poignet. C'est au TIC, aux techniciens en investigation criminelle, de prendre le relais. Première chose qu'on voit, on voyait un trou dans le crâne. On pouvait supposer qu'il avait été abattu par une balle. Non. C'est le fait de la carbonisation qui a fait exploser le crâne à ce niveau-là. Et je veux absolument figer tout ce que je peux voir au travers des photos que j'ai pu faire. Voilà. Dans un véhicule cramé, il existe toujours des endroits qui ne sont pas cramés. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait un déblaiement complet du véhicule. Les TIC retrouvent un portefeuille avec 220 € brûlés et des papiers. Des papiers au nom de M. Sérail. À l'autopsie, le prélèvement d'ADN confirme l'identité du cadavre. C'est bien celui de Jacques Sérail. Et un mot frappe dans le rapport du légiste. Cuit. La plupart des organes vitaux sont carbonisés. Écoutez les explications du commandant Serge Martin, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse. Quand il y a une très très forte élévation de température, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des amputations thermiques. À savoir que la température est telle que bien évidemment ça fait fondre les masses musculaires, mais également ça peut briser les os. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi, je dirais de prime abord, l'identification aurait pu être difficile. Les poumons de Jacques Sérail n'ont pas inhalé de dioxyde de carbone. L'homme est donc mort avant la carbonisation du corps. Mais pas de traces d'empoisonnement ou de toxiques. La radiographie du cadavre révèle 5 projectiles métalliques au niveau de l'épaule droite et 8 dans l'abdomen. Ce sont en fait des petites balles, ce qu'on appelle des chevrotines.
Et il y a également ce qu'on appelle une bourre à jupe. C'est un élément aussi de cartouche de chasse. En mesurant le diamètre de cette bourre à jupe, nous avons pu déterminer qu'il y avait utilisation d'au moins une arme de calibre 12 de chasse. Jacques Sérail a été abattu de 2 tirs de chevrotine avant d'être incinéré dans le coffre de sa voiture. La juge d'instruction, Valérie Noël. On a un mode opératoire apparent qui est celui du grand banditisme. C'est ce qu'on appelle, alors désolé pour ce mot un petit peu barbare, on appelle ça un barbecue, voilà. C'est un mode opératoire qui est connu dans les cités nord de Marseille et qui souvent est apparenté à un règlement de compte avec des personnes qui auraient carotté, comme on dit, le dealer, etc. Donc, on règle son compte à celui qui ne s'est pas bien comporté en l'enfermant dans un coffre de voiture et en brûlant la voiture. John Levray, l'ami de Jacques Sérail. Malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il fait, ça reste quelqu'un proche, comme un membre de ma famille. Bien sûr que ça tire la larme à l'œil et en même temps, ça m'énerve. Purée, ça fait 100 fois que je te le dis. Arrête tes conneries. Range-toi. Mais non. Et voilà où ça l'a amené. Avec cette histoire de braconnier, les gendarmes ont perdu un temps précieux. La PJ de Toulouse reprend l'enquête. Qu'a fait Jacques Sérail pour se retrouver grillé à 920 km de chez lui? Jacques Sérail vivait dans l'Est, à Ronchamp, à 1 heure de Besançon. Le commandant Bernard Contarel, chef de groupe criminel au SRPJ de Toulouse, fait le voyage. La perquisition ne donne rien d'exceptionnel. C'est le domicile de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un appartement au-dessus d'un bar qui lui appartient, qu'il exploitait à une certaine période, dans les années 90 encore, mais qu'il n'exploite plus parce qu'il a fait pas mal de séjours en prison et qu'il n'y a personne pour l'exploiter. C'est à cette époque, quand il tenait son bar, que Jacques Sérail a fait la connaissance de John. Les 2 hommes sont vite devenus inséparables. J'ai trouvé un type formidable, agréable, loin d'être con, avec qui j'avais de belles conversations, on refaisait le monde, on parlait de politique, on parlait d'un tas de choses, et puis il connaissait plein de pays dans le monde, il avait déjà roulé sa bosse. Chauffeur routier, Jacques Sérail a bourlingué pendant des années dans toute l'Europe. À 40 ans, il a embarqué John, plus jeune que lui de 15 ans. Et puis ensuite, il me montre son travail. Là, je comprends ce qu'il fait. Puisque lui, son travail, c'est de transporter des kilos de cannabis. Il les charge, il va les déposer en Hollande, et puis il est payé pour faire ça. C'est ça son métier. Alors, c'est peut-être pas un métier officiel, mais c'est ça son métier. Comme un grand frère, Jacques a initié John à l'argent et aux joies faciles. Jacques, c'est le grand prince quand il a de l'argent. Il en distribue à tout le monde. Et puis, on paye jamais avec lui. Quand on va dans des grands restaurants, on va aussi dans des clubs où il y a des filles, on fait un tas de choses. C'est tout ce qu'un pecno de Haut-Saône n'a jamais fait. John vit un été d'agape et de plaisir, puis il reprend sa vie quotidienne. Et inévitablement, Jacques finit par tomber. Une première, puis une deuxième fois pour trafic de stupéfiants. En 20 ans, Sérail en a passé 15 en prison. À sa libération, il rentre chez lui dans l'Est. Mais il reprend le business. Il recontinue dans ça. Alors que moi, je lui dis, mais purée Jacques, t'as le bar, et arrête tes conneries. Le commandant Christophe Miette, du SRPJ de Toulouse. Il a fait son temps, maintenant il a passé le cap de la cinquantaine, il sort de prison, il a besoin de se refaire une santé financière. Pour lui, il faut des gros coups tout de suite. Encore 2-3 fois, puis après je suis à l'abri, et puis il voulait mettre à l'abri ses gosses. Qu'ils aient chacun une maison, qu'ils aient chacun quelque chose. Il travaille pour une équipe de Nîmes. Pour cela, il descend à Nîmes 1 fois par mois. Il loue là un semi-remorque. Il descend à Alicante. Il récupère la cam
qui est de la résine de cannabis, qu'il planque soit sous le siège conducteur, soit dans la cabine, et il repasse la frontière comme ça, il ne s'était jamais fait attraper. Il redescend en général une semaine après avec son propre véhicule pour se faire payer. Et il se fait payer 100 € le kilo. On s'aperçoit qu'il fait une entrée moyenne à chaque voyage entre 15 000 et 20 000 euros par voyage, à hauteur de 3-4 voyages via l'Espagne par mois. Jacques Sérail mène bon train, mais le métier est devenu dangereux et il n'emmène plus large. Il s'était confié, il avait dit à un ami qu'il s'était fait braquer par une équipe concurrente de Besançon. Il s'était fait braquer, il s'était fait piquer tout son chargement. Et c'est pour ça qu'il cherchait une arme, dernièrement, pour se protéger. La piste du règlement de compte sur fond de stupes s'impose. Alors les policiers toulousains activent leurs indices pour remonter le réseau de Jacques Sérail, ses fournisseurs, ses clients. Quand tout à coup, un autre personnage vient se glisser dans le schéma des enquêteurs. Quelques semaines avant sa mort, Jacques Sérail avait changé de discours. Il voulait se ranger, arrêter le trafic et reprendre son bar pour couler des jours paisibles avec son grand amour. Il y a 2-3 personnes qui sont parfaitement au courant de l'existence de cette jeune femme. Et il s'était confié auprès d'eux et il leur avait dit qu'il était tombé amoureux d'une jeune femme dans le sud-ouest de la France, une jeune femme qui ne s'entendait plus avec son mari, qu'il voyait dans les hôtels, qu'il appelait mon petit caviar. Il me dit que c'est une jolie femme, elle doit être un peu plus jeune que lui, il me semble. Et que c'est tout à fait ce qu'il attend, que là, et là, vous allez voir, les gars, je vais ramener une femme, vous allez baver devant, elle est jolie. Voilà. Il comptait la ramener sur Ronchamp pour vivre avec elle et même pour exploiter le bar avec elle. Et il y a même un témoin qui nous dit que son arrivée était imminente. Il pensait même qu'il était descendu dans le sud-ouest pour la ramener. Qui est donc ce petit caviar dont personne ne connaît le nom ? Cette femme sait-elle quelque chose sur la mort de Sérail ? La réponse ne va pas tarder. Le travail que les policiers mènent dans le milieu de la drogue paye. 5 semaines après le début de l'enquête, un de leurs tontons leur livre d'autres informations. La juge d'instruction, Valérie Noël. Ce témoin sous X nous parle non seulement des stupéfiants, mais nous parle également de cette femme dont il serait amoureux et nous donne un surnom, Jaffa, Safat, on ne sait pas trop. Mais nous parle également de cette femme ayant un compagnon potentiellement très jaloux. Donc voilà, une autre piste s'ouvre, celle qui serait la piste amoureuse, celle du règlement de compte amoureux. Jaffa, Safa, l'indique n'en sait pas plus. Mais ce nom fait tilt chez les policiers. Il leur revient un détail relevé pendant la perquisition chez Jacques Sérail. Un petit bout de papier qui au départ n'a pas d'importance parce qu'il est saisi au milieu d'un lot de papier. Et ce petit papier, c'est un numéro de téléphone et le nom de Shafat. Shafat Abdallah, 35 ans, la propriétaire de la ligne téléphonique. Et ça colle. Elle habite bien dans le sud-ouest de la France, à Caser. C'est une femme qui ne travaille pas, qui élève ses enfants, 3 filles. Elle héberge son compagnon qui ne travaille pas vraiment. Ils sont au RSA, je crois. Le compagnon de Shafat Abdallah s'appelle Sylvain Rouviot. Il a 46 ans. Il n'est pas inconnu des services de police. Sylvain Rouviot est tombé pour plusieurs braquages, recel, port d'armes illégales et mise en danger de la vie d'autrui. L'homme a déjà été condamné à 4 ans de prison. Et lors de sa dernière détention, il a passé 1 an à la maison d'arrêt de Tarascon, comme Jacques Sérail. Voilà le fil. Les policiers viennent de relier la victime à 2 personnages bigrement intéressants, Shafat Abdallah et Sylvain Rouviot. Dominique, les policiers ont 2 nouveaux noms. Et dans ce dossier, où il n'y a pas d'ADN puisque tout a brûlé, est-ce que la téléphonie va parler ? D'abord, elle prouve que Rouviot et Sérail se connaissent
Très bien. Ils ont été en contact dans les semaines qui ont précédé le meurtre. D'ailleurs, la veille du meurtre, ils se sont appelés une fois. Le jour du meurtre, ils se sont appelés une fois et ils ont échangé un texto. Et la question que se posent les enquêteurs, c'est pourquoi ? Est-ce qu'ils se donnaient rendez-vous ? Est-ce qu'ils avaient l'intention de se voir ? Et du côté de Shafa Abdallah, que donne le croisement de sa ligne avec celle de Jacques Sérail ? Alors là, il y a encore plus d'échanges téléphoniques. Pour le seul mois de septembre, ils ont eu l'un et l'autre 51 contacts. Le jour du meurtre, ils se sont parlé 5 fois au téléphone. La dernière fois, il était 18h02 et Jacques Sérail se trouvait à 40 km de Caser, le domicile du couple. Et alors Sérail, de quand date son dernier appel ? Alors son dernier appel, c'est le 28 à 19h24. Son dernier point GPS, c'est le même jour à 19h53. Il est en train de rouler vers Caser et ensuite, le même jour, 22h31, son téléphone cesse d'émettre. Et les téléphones de Rouviot et de Shafa Abdallah ? Alors, entre la dernière géolocalisation de la victime, on l'a dit, 19h53, et le moment de la découverte de la voiture, leurs téléphones à tous les deux sont éteints, c'est-à-dire qu'ils sont coupés au moment du crime. La dernière borne qu'ils déclenchent, c'est à 19h05, près de chez eux, comme le téléphone de la victime. Et après le téléphone, c'est à la carte bleue de Sérail que la PJ s'intéresse. Une semaine avant sa mort, il a réservé une chambre au nom de monsieur et madame Sérail, dans un hôtel à Muret. Muret, c'est une ville qui se trouve à 20 km, 30 km au sud de Toulouse. Et lorsque l'on va sur place et que l'on demande aux responsables, ils reconnaissent effectivement Jacques Sérail, ils reconnaissent même le petit chien qui l'accompagnait. Quant à Madame Sérail, ils nous la décrivent comme quelqu'un qui a 35-40 ans, mince, type des îles, c'est le terme employé, mais avec une chevelure très abondante, des cheveux bruns, raides, qui descendent en dessous des épaules. Ça pourrait bien être Shafat Abdallah avec une perruque. Le petit caviar. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter à nous. D'abord, est-ce que c'est une affaire stup qui a mal tourné avec Rouviot qui peut s'être reconverti dans les stupes parce qu'au départ, il est plutôt dans les cambriolages. Est-ce que c'est l'affaire sentimentale qui a mal tourné avec Shafat et l'intervention de Marie Jaloux, notamment Rouviot dans ce rôle? On ne sait pas. Donc, pour en savoir un peu plus, il faut travailler sur eux. Écoute téléphonique, filature, sonorisation de leur voiture. Shafat Abdallah et Sylvain Rouviot sont maintenant sous la loupe. Ça va être de découvrir le moindre petit indice afin de connaître la personnalité au plus juste de ces personnes, peut-être leur double personnalité, également leur mimique, leur tic, leurs défauts, leur intonation de voix quand ces personnes ont une émotion, que ce soit une émotion dans le négatif ou dans le positif, c'est-à-dire connaître la personne à 100% ou quasi 100% avant de pouvoir l'interroger pour savoir si cette personne, lorsqu'elle est en face de nous, nous raconte des sornettes ou nous dit la vérité. Et les policiers ne vont pas être déçus. Les écoutes téléphoniques ne sont pas tristes. Je te le prête, mon Sylvain. Y a pas de mal à se faire du bien. D'habitude, les écoutes téléphoniques, c'est quelque chose d'assez fastidieux pour le collègue qui s'en occupe. Là, les écoutes téléphoniques, on s'aperçoit que c'est un couple de libertins, d'échangistes. Et grâce au passage croustillant que Shafat nous réservait lorsqu'elle évoquait ses ébats érotiques avec ses amis, pour le collègue qui s'en occupait, c'était un peu moins fastidieux. On se rend compte également qu'elle est aussi sur des sites de rencontres et elle organise des soirées libertines, échangistes. On se dit en tout cas que Sylvain Rouviot est d'une certaine façon sous cette emprise-là. Le gars fanfaronne. Si t'as envie de cul, je suis ton homme. Sur les écoutes et sur les SMS, il est très en attente d'aventures sexuelles avec elle. Et donc, voilà, c'est quand même, ça occupe beaucoup leur esprit. Le sexe au centre de la vie du couple. Et l'argent aussi. Ou plutôt, le recel.
Sylvain Rouviot, c'est un petit lascar sur le retour qui vit énormément de cambriolage et de revente pour avoir de l'argent facile dans des points de vente tels que Cash Converters ou autres de la région. C'est du petit larcin pour vivre au quotidien et pour alimenter, la marmite tout simplement. Les cambriolages ne sont pas de haute volée, hein. C'est pas du cambriolage avec du repérage longtemps à l'avance. Il s'attaque à des maisons isolées, mais il se fait déposer par elle et elle vient le rechercher parce qu'il faut qu'elle garde les enfants. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu pied nickelé, effectivement. Des libertins cambrioleurs à la petite semaine. Mais rien sur le meurtre de Serrail. Quand après des mois de surveillance, une fameuse émission de télévision vient titiller tout à coup les amoureux. Dans le courant de l'été, il y a la rediffusion d'un Faites entrer l'accusé qui agite un petit peu les esprits, puisque dans ce Faites entrer l'accusé, il est question de l'ancien compagnon de Shafat Abdallah. Et ces écoutes montrent que tout le monde s'agite. Dominique, alors pourquoi un épisode de Faites entrer l'accusé agite-t-il autant le couple ? C'est l'épisode numéro 136 de Faites entrer l'accusé, Rachid. L'affaire Serge Armand. On l'avait intitulé « L'homme qui voulait faire sa loi ». Serge Armand, c'est un entrepreneur du sud de la France. On est en 2002 et il va se débarrasser d'un rival qui s'appelle Jean-Luc Gilles. On va retrouver Jean-Luc Gilles avec 3 balles dans la tête, carbonisé dans le coffre de sa voiture qui a été incendié. Oui, d'accord, ça ressemble vraiment étrangement à ce qui est arrivé à Jacques Serrail. Ouais. Rouviot et Shafat auraient donc pu s'en inspirer. Bien plus que ça, Rachid. Parce qu'en fait, dans l'affaire de la mort de Jean-Luc Gilles, l'un des co-accusés s'appelle Stéphane. Stéphane, il a été condamné à 12 ans de prison. Et quand il est sorti, il est tombé amoureux d'une femme. Devinez qui ? Shafa. Et cette liaison, elle a existé moins de 2 ans avant la mort de Jacques Serrail. Alors autrement dit, soit Shafa est allé à bonne école avec Stéphane, soit son ex est dans le coup. Oui, donc la PJ va aller poser des questions à Stéphane, mais il est rapidement mis hors de cause parce qu'il était à l'autre bout de la France. Mais il va leur donner une information énorme. Il est très pote avec Sylvain Rouviot et il connaît très bien Jacques Serrail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la prison ensemble. Et il va leur parler de Shafa Abdallah. Il va leur dire que Shafa Abdallah, elle connaît tous les détails du dossier pour lequel il était condamné. Et puis il va leur parler d'elle. Il va leur dire qui elle est. Une femme prête à tout, une affabulatrice, une femme qui s'invente beaucoup d'histoires. D'ailleurs, elle l'a embrouillé, Stéphane. Elle lui a raconté un jour que son ex-mari se livrait à des attouchements sur leur gamine. Ils avaient 2 filles. Stéphane, en bon balèze, il est allé régler le problème. Il s'est retrouvé en garde à vue. Et il a compris, en fait, qu'elle s'était servie de lui parce que les gendarmes ont enquêté. Il n'y a jamais eu d'attouchement sur les enfants. Donc, en fait, Shafa Abdallah s'est servi de Stéphane pour régler ses comptes avec son ex-mari. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait la garde de ses enfants. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est aussi ce que 2 autres ex de Shafat racontent aux policiers. La juge d'instruction Valérie Noël. Et ses ex-compagnons la dépeignent tous comme étant une menthe religieuse. C'est vraiment un terme qui revient très souvent dans ce dossier quand on parle d'elle. Il semblerait aussi que ça soit toujours mal passé avec ses compagnons, c'est-à-dire que les ruptures sont toujours dramatiques, avec à chaque fois l'utilisation du nouveau compagnon pour évincer l'ancien compagnon, parfois par la violence. Le commandant Christophe Miette. On s'aperçoit que c'était une personne affabulatrice, croqueuse d'hommes, on peut dire le mot, et qui se cherche et qui a besoin de reconnaissance perpétuelle. Donc de là, ne va pas hésiter à mentir sur telle ou telle chose à son entourage, à Sylvain Rouviot ou à ses amis. C'est incroyable, elle raconte n'importe quoi en fait. Elle invente des enfants décédés, elle s'invente un jumeau décédé, enfin voilà, des choses toujours très tristes. C'est-à-dire que si quelqu'un a subi un drame, elle va souvent raconter un autre drame parce que son drame est toujours supérieur à celui des autres.
C'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui déroute les gens et qui font qu'elle a du mal à avoir des amis sur le long terme, puisqu'elle se fâche avec tout le monde à cause de ses mensonges. Maintenant qu'ils ont des billes, les enquêteurs décident de jouer un peu avec les nerfs du couple, histoire de les pousser à la faute, de les amener à parler de sérail. En lançant des petites perches, en les convoquant et en annulant les convocations au dernier moment pour les faire réagir, on s'aperçoit que c'est un couple qui devient de plus en plus inquiet. Je monte à 15-16 de tension. Elle va pas bien, elle a des crises d'angoisse, elle s'en confie à une amie. Et lui, elle n'a pas l'air très en forme non plus. Il a l'air très tendu, très sur ses gardes. Il fait très très attention au téléphone. Je ne parle pas au téléphone, il m'écoute. Sylvain Rouviot, qui a compris le manège des policiers, appelle l'avocat qui l'a défendu lors de ses démêlés avec la justice. Leur avocat nous envoie même une lettre en nous disant que ce serait bien qu'on commence à les entendre parce que effectivement, ils sont perturbés par ça. Ils vont même jusqu'à dire dans la lettre que Chafat est enceinte et qu'elle est en train de perdre son enfant. Sous-entendu que c'est notre faute. Mais ça, nous, on sait que c'est faux parce que aux écoutes téléphoniques, on sait que les recherches au labo sont négatives. Le couple est fébrile, mais ça ne prouve rien. À défaut de preuves, les policiers cherchent donc le mobile du crime. Et ils en tiennent peut-être un quand ils découvrent une autre vilaine habitude du couple, l'appât. Et dans le rôle titre, Chafat. Elle connaît ses atouts féminins, elle en use et elle en abuse vis-à-vis des gens. Beaucoup d'hommes tombent dans le panneau et se font avoir par cette personne, tout simplement. Les policiers retrouvent un notable du village avec lequel Chafat a couché plusieurs fois. Un homme marié, bien installé, qui a même fini par accepter de partager ses ébats. Une partie à 3 avec Sylvain Rouviot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Sylvain Rouviot l'a fait chanter ensuite, lui a demandé 500 € en échange de son silence. Le major Patrick Morez. Et d'ailleurs, Chafat l'avait appelé, lui disant « T'as intérêt à donner l'argent. Sinon, Sylvain, il va dire à ta femme et tout qu'on a eu des relations ensemble. » Donc Chafat et Rouviot s'entendaient à ce niveau-là pour racketter. Le couple aurait-il utilisé la même ruse pour faire chanter Jacques Sérail ? Une proie facile, le pigeon idéal avec ses petits voyages pas très réglo et qui rapportait gros. Après un an d'investigation, les policiers vont pouvoir entendre le couple libertin. Et dans cette affaire, ils n'ont pas 2, mais 4 jours de garde à vue, parce que l'enquête a été ouverte pour trafic en bande organisée à cause du profil de trafiquant de sérail. « 9 octobre 2012, 10h du matin. Chafat Abdallah et Sylvain Rouviot sont convoqués à l'hôtel de police de Toulouse et immédiatement placés en garde à vue. L'enquêteur chargé d'interroger Chafat Abdallah découvre une femme théâtrale. Elle connaît parfaitement son jeu, elle sait où il faut tendre pour manipuler les gens et en particulier les hommes. Elle sait les positions à adopter, à tenir physiquement, les postures quand il faut, jouer sur les regards, l'intonation de voix. Chafat joue la femme naïve, perdue. C'est de l'incompréhension, oui, non, peut-être, je ne m'en souviens plus, ça remonte à 1 an, et jouer avec ça et sur l'oubli, c'est du passé, donc c'est forcément pas vrai ou c'est bénin comme les éléments que vous m'apportez dans un premier temps. Sylvain Rouviot, lui, est d'un tout autre calibre. Il a déjà eu affaire à la justice. Moi, je le sens sur la défensive, agressif. Il n'est pas loin de me retourner l'écran de l'ordinateur par terre. Ça se passe très mal au départ. Donc, il y a la présence quand même de l'avocat qui le tempère un peu. Mais sinon, on sent quelqu'un de très impulsif. Rouviot explique que c'est un co-détenu qui lui a présenté Chafat à sa sortie de prison. Il dit, voilà, moi je l'ai rencontré comme ça, on s'est mis à ménage. Bon, ça, c'est la première audition qui se déroule comme ça, mais on n'arrive pas à rentrer dans l'enquête, en fin de compte. Il se cabre dès qu'on avance sur des éléments qu'on a. Le commandant Bernard Cantarel. Rouviot, c'est quelqu'un qui est rompu aux mesures de garde à vue. Donc, on sait qu'avec lui, ce sera long
et qu'il ne va pas y venir comme ça. Quant à Chafat, on a commencé à cerner un peu sa personnalité et on se dit que pour sauver sa peau, elle peut balancer Rouviot. Les flics cuisinent Chafat. Pourquoi rencontrait-elle Jacques Sérail en cachette dans des hôtels ? Elle reconnaît à minima, c'est Jacques Sérail qui s'est mépris sur les intentions de Chafat et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'aller vivre avec lui sur Ronchamp et d'établir une relation solide, amoureuse avec Jacques Sérail, la victime. Elle va nous dire que moi, je lui avais donné rendez-vous dans ses communications téléphoniques à Caser pour lui dire que tout était fini entre nous, que je ne voulais pas aller à Ronchamp. Dans l'autre pièce, Patrick Manresa oppose Sylvain Rouviot aux déclarations de Chafat. J'ai dit, Chafat a reconnu qu'elle avait une liaison avec Sérail, qu'elle avait même fait l'amour avec Sérail chez vous, alors que vous étiez dans la chambre à coucher au-dessus. Ils ont fait l'amour dans votre maison. Et là, il me regarde, il devient blanc comme un linge. Il n'arrive plus à parler, il suffoque, il veut un verre d'eau, donc un collègue va lui chercher un verre d'eau. Et je sens qu'il a pris un coup de massue derrière la tête. Là, franchement, il est anéanti et il veut arrêter l'audition. Et là, il se lève, je veux plus parler, vous vous démerdez, si la juge veut me voir, elle me fait venir, j'ai plus rien à vous dire. Au troisième jour, Rouviot tient encore bon. Mais face aux éléments de téléphonie, Chafat lâche tout ce qu'elle sait sur la mort de Sérail. Elle raconte qu'ils s'étaient donné rendez-vous tous les deux le soir vers 19h30, 20h au camping de Caser. Elle était en train de s'y rendre à bord de son véhicule toute seule lorsqu'elle a vu arriver Rouviot. Et Rouviot l'a arrêté, l'a obligé de rentrer à son domicile et il est reparti. Et elle raconte une chose hallucinante d'ailleurs. Elle dit Rouviot, il avait une casquette avec sur le devant des lettres dorées avec écrit le mot « killer ». Bon, ça, on ne l'avait jamais fait. Chafat explique que Rouviot est parti en furie dans la nuit. Au bout de 3 heures, il est rentré, très menaçant. Il est énervé, il se douche, il est stressé et il sera même stressé les 3 jours suivants. Elle ne dit rien de plus, mais elle laisse supposer que Rouviot a dû peut-être faire quelque chose avec Sérail. Pour elle, c'est Sylvain Rouviot qui était amoureux d'elle, qui a appris la relation, qui voulait en finir. C'est un Rouviot jaloux, c'est un Rouviot excessif et violent. Et elle, aux grandes dames, c'est une victime également, au même titre que Jacques Sérail. On voit bien qu'elle avance pour se sauver elle et puis pour laisser Rouviot dans la panade. Face aux accusations de Chafat Abdallah, Rouviot est bien obligé de répondre. Et là, d'un coup, de toute façon, je pense que c'était tout ce qu'il avait accumulé à ces 4 derniers jours. Il dit, de toute façon, maintenant, je vais vous en donner des précisions. La nuit de la mort de Jacques Sérail, Sylvain Rouviot devait cambrioler une maison où Chafat l'avait déposé en voiture. Il dit, j'avais ma sacoche avec des outils, marteau, burin, et il dit, dans une sacoche, j'avais mon fusil à canon scié, qui était chambré de 3 cartouches chevrotines. Je dis, mais pourquoi vous prenez un fusil ? Elle me dit, mais c'était juste comme ça, voilà, c'est au cas où, mais je l'amène jamais, il me dit, sur les volets fractions. Finalement, Rouviot ne sent pas le coup et ne cambriole pas la maison. Il attend donc que Chafat revienne le chercher. Et il dit, là, elle arrive, elle descend de voiture, elle a l'air affolée. Il dit, puis elle a une légère griffure au visage. Et là, elle me dit, Sylvain, il faut que tu viennes m'aider. Il dit, moi, je monte dans la voiture, et il dit, je vois que le fusil est sorti de la housse. Et je vois que les cartouches ont été tirées. Chafat l'emmène à la Tounis, un ancien camp de vacances abandonné. Là, Sylvain Rouviot voit la voiture de Jacques Sérail. On descend de la voiture et il dit, et là je vois le corps de Jacques allongé face contre terre, côté passager.
Et là, il y a du sang et il dit, là, je comprends qu'il est mort. Et là, Chafat, il faut que tu m'aides. Et là, il dit, elle ouvre le coffre donc, de la 306 et dit, il faut qu'on mette le corps dedans. Il dit, moi, de toute façon, j'ai réagi comme un automate, on l'a chargé à deux parce qu'il était lourd, on l'a mis dans le coffre de la voiture. Et là, Chafat, elle me dit, il faut qu'on se débarrasse du corps, il faut qu'on aille faire brûler la voiture en Espagne. Finalement, à 25 km de la frontière espagnole, le couple s'arrête dans une carrière et enflamme la voiture. Les policiers se retrouvent avec 2 accusés dos à dos, 2 versions opposées. Il sait qu'il est acculé et il se dit je ne vais pas partir tout seul sur cette affaire. Alors, bien sûr, il dit que c'est elle qui a tiré. Nous, naturellement, on se dit 50-50, les deux sont mouillés d'une façon ou d'une autre, les deux sont mouillés. Mais nous, après, on n'a plus qu'à tirer la ficelle. Je veux dire, on a déjà des éléments qu'on va pouvoir exploiter après pour la poursuite de l'enquête. Qui dit vrai? Chafat qui soupçonne Rouviot ou Rouviot qui accuse Chafat? Serail a-t-il été tué par un amant jaloux? Une maîtresse en panique? Ou un couple d'escrocs? Le juge a encore beaucoup de choses à démêler. Comme en garde à vue, Chafat raconte à la juge qu'elle n'a rien fait. Le soir de la mort de Jacques Serail, elle avait rendez-vous avec lui pour mettre fin à leur relation, mais Sylvain Rouviot l'en a empêché. Et elle finit par m'expliquer une histoire complètement abracadabrante, qu'en fait elle est rentrée de course ou je ne sais quoi, et que Sylvain Rouviot était dans une voiture noire avec un autre individu et qu'il y avait une course-poursuite dans le village. Alors, une course-poursuite à Casères, comment vous dire? C'est impossible qu'on n'en ait pas connaissance, parce que c'est quand même petit, et elle nous dépeint une scène digne de Taxi à Marseille. Donc je demande des précisions, et je finis par lui demander de me faire un dessin. Elle s'exécute, elle me fait une route, elle me dessine des voitures, etc. Alors, le dessin est totalement illisible, on n'y comprend rien, mais vraiment, c'est impossible ce qu'elle me raconte. La juge confronte Sylvain Rouviot à la version de Chafat. Quand je lui dis ce qu'elle raconte au sujet de cette course-poursuite, etc., ben, il hésite entre le rire et les larmes. Enfin, pour lui, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il dit très vite, mais vous savez, elle ment tout le temps, etc. Donc voilà, pour lui, c'est un mensonge de plus. Il est désabusé là aussi. Il comprend par contre très bien que là, elle essaye de lui faire porter le chapeau à lui tout seul. Pour prouver sa bonne foi, Rouviot dit à la juge qu'il peut apporter des éléments qui conforteront sa version. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'arme. Donc, je lui dis, mais où est cette arme? Il me dit, je l'ai lancée à tel endroit, dans la Garonne. Je lui dis, est-ce que vous êtes capable de m'y accompagner et de me montrer tout ce périple? Oui, pas de problème. Donc, je lui propose un transport sur les lieux en me disant, bon, l'arme, je n'ai aucune chance de la retrouver. Une arme dans la Garonne, ça va être compliqué. On avise un bout de bois qui est par terre, je lui tends le bout de bois et je lui dis lancez le bout de bois et vous nous dites par rapport à ce bout de bois où vous avez jeté l'arme du crime. Et donc, il jette le bout de bois et il me dit voilà, c'est à peu près 3 mètres à droite. Et on crie aux pompiers 3 mètres à droite, ils plongent et il se passe même pas 3 minutes. Ils sortent en brandissant l'arme. Donc là, franchement, on est très contents. Dominique Rouviot a livré l'arme du crime aux policiers et à la juge. Il collabore. Et pour le reste, est-ce que ça tient ce que dit Rouviot? Souvenez-vous, Rachid, Rouviot raconte que, au moment des faits, il est à Montclar-de-Comminges, en train d'envisager de cambrioler une maison. Finalement, il va renoncer. Chafat le récupère. Elle l'emmène à La Tounis, là où il y a eu les fameux tirs, et ils vont partir ensemble à Chaumes, où ils vont se débarrasser de la voiture de Jacques Serail avec son corps à l'intérieur et ils vont l'incendier. Ce que vont faire les enquêteurs, c'est vérifier et chronométrer tous les trajets
en s'intéressant tout particulièrement à celui-là, Monclar, la Tunis. Et dans cette zone, ils ont été vus? Vus non, mais entendus, oui. Des voisins ont entendu ce soir-là plusieurs tirs, le cri d'une femme, et moins de 5 minutes après, c'est important Rachid, 2 voitures qui sont parties. Et ça contredit la version de Rouviot. Pourquoi ? Parce que en 5 minutes, Chafa n'a pas le temps, après avoir tiré sur Jacques Sérail, d'aller chercher Rouviot au cambriolage et de revenir avec lui à la Tunis. C'est pas possible. Oui, donc Rouviot a menti et la juge en a la preuve. Sylvain Rouviot a essayé de jouer au plus fin, mais sa stratégie a pris l'eau et son avocat le met en garde. Maître Alexandre Martin. Je rencontre un homme particulièrement sympathique, un peu perdu, qui, confronté à ses premières dépositions, que je lui rappelle, se rend compte des incohérences multiples et très rapidement se met à nu et me dit qu'il veut désormais dire la vérité. Le 26 avril 2013, 6 mois après son arrestation, Sylvain Rouviot prend rendez-vous avec la juge d'instruction. Je vais lui poser une question ouverte, lui demander alors vous avez demandé à me voir, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Et là il commence, je me souviens, il m'a dit c'est une drôle d'histoire madame le juge. Et là il me raconte une histoire à laquelle je ne m'attends pas en fait. Il m'explique que Shafat Abdallah lui a dit que Jacques Sérail tournait autour des petites comme un prédateur sexuel, qu'il envoyait des textos bizarres à l'une de ses filles, que c'était malsain, qu'il fallait lui parler, qu'il fallait qu'il arrête ça. Et elle va finir par dire à Rouviot « Tu as fait rentrer le loup dans la bergerie ». En gros, elle va lui faire rentrer dans la tête que Rouviot, en faisant venir cet ami qui venait parfois et qu'il rencontrait régulièrement, il a fait rentrer un pédophile dans la maison qui risque de s'en prendre à une des filles de Shafat. Maître Emmanuel Franck est aussi l'avocate de Sylvain Rouviot. Elle va lui dire « ça ne peut plus durer, il faut que tu fasses peur à Jacques Sérail, il faut que tu l'écartes de notre famille, il faut que tu protèges nos enfants, il faut que tu interviennes. » Et dans ce rôle un peu regonflé, il va décider de protéger la famille, de faire peur à Jacques Sérail et de lui montrer que dans le clan Rouviot, eh bien, on ne touche pas aux enfants. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va être d'accord pour qu'un rendez-vous ait lieu avec Jacques Sérail. Selon Sylvain Rouviot, Shafat avait organisé le rendez-vous dans le camp de vacances abandonné. Il a apporté un fusil, mais seulement pour faire peur à Jacques Sérail. Il me dit, et là, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai vu 2 éclairs dans la voiture. Elle aurait fait usage d'un taser immédiatement sur Jacques Sérail sans qu'il y ait eu la moindre discussion possible. Ils se sont mis à hurler tous les deux dans la voiture. Elle est sortie en me disant « Il m'a frappé, tire bébé, tire ». Pour faire peur à Jacques Sérail, il tire dans la vitre explose. À ce moment-là, Jacques Sérail sort son arme de poing et fait feu vers Sylvain Rouviot qui riposte en tirant au jugé, en tirant 2 fois. Et là, il tombe au sol. Sylvain Rouviot a abattu Jacques Sérail. Et immédiatement, Shafat Abdallah s'est occupé de tout. Il me dit qu'elle prend les choses en main. Elle me fait signe de saisir les pieds de Jacques Sérail. Elle soulève de l'autre côté au niveau des épaules et on fait basculer le corps dans le coffre. Et il me dit qu'elle prend la commande des opérations. Lui, il est complètement perdu. Il est tétanisé par ce qu'il vient de commettre, en fait. Les amants diaboliques partent en convoi. Elle, devant, dans sa voiture, avec le chien de Jacques. Lui, dans la voiture de Jacques, avec le cadavre à l'arrière. Pour lui, c'est très difficile d'avoir son ami, parce que finalement c'était un ami, Jacques Sérail, dans ce coffre, et il parle de l'odeur. Il dit, mais cette odeur, j'en pouvais plus. Je savais pas où elle voulait aller. Et qu'à un moment donné, il en peut plus, il est mal, donc il décide de s'arrêter coûte que coûte, il veut plus la suivre, il la double, et il va dans un chemin qui s'avère être le chemin d'une carrière, et c'est sur ce lieu-là que le corps va être incendié dans la voiture.
Puis le couple brûle ses vêtements et se change. Car Shafat avait tout prévu. Ils se sont habillés avec les vêtements neufs et propres et sont rentrés à la maison. Et il explique qu'il était très très perturbé par tout ça et qu'elle lui a dit « Maintenant on est liés pour la vie ». Il s'aperçoit finalement qu'il a donné la mort à un ami, à un compagnon de tôle, parce qu'il a été manipulé. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout en assumant le tir matériellement, il est complètement démonté. Et ça se manifeste par des larmes et une culpabilité sincère et qui s'affiche physiquement dans le bureau de la juge. Je ne sais pas, à ce moment-là, ce qu'il me dit, est-ce que c'est sincère, pas sincère, mais il est très ému. Il est vraiment très ému. En fait, il est à la fois affligé et en même temps, il paraît soulagé. Dominique, comment réagit Shafa Abdallah face à cette nouvelle version de Rouviot ? Elle est interrogée 3 mois après son ex-compagnon par le juge. Elle aussi, elle change de version. Alors voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte qu'elle est allée retrouver Jacques Sérail sur le parking. Il voulait lui parler. En fait, il lui faisait une déclaration. Il lui demandait de venir vivre avec elle à Besançon. Elle était en train de l'écouter et d'un seul coup, Sylvain Rouviot a déboulé sur le parking. Les 2 hommes se sont embrouillés. Rouviot avait une arme, c'est ce qu'elle raconte au juge. Il a tiré sur Jacques Sérail. Elle est sortie de la voiture. Elle a entendu des coups de feu. Et quand elle s'est relevée, Jacques Sérail était mort. Et pour la suite, alors le chargement du corps dans le coffre, la crémation, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est Rouviot. C'est toujours Rouviot. C'est lui qui charge le corps de Jacques Sérail dans la voiture. C'est lui qui conduit la voiture. Elle est obligée de suivre dans l'autre voiture. C'est lui qui va jusqu'à Chaumes et qui, là, va incendier la voiture avec le corps de Jacques Sérail à l'intérieur. Non, d'après ce qu'elle dit, elle n'a rien fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dénoncé tout de suite ? Parce qu'elle pète de trouille. Elle raconte qu'elle est pétrifiée. Ils reviennent ensemble dans la voiture. Rouviot la menace. Il menace ses filles et lui dit « Si tu parles, je te colle sur le trottoir ». Je ne compte plus les versions de Shafat Abdallah. C'est un peu un regret pour moi de ne pas avoir réussi à rentrer en contact avec elle pour qu'elle me dise les choses. Parce que je suis sûre qu'elle aurait pu me dire des choses intéressantes qui auraient pu être à décharge pour elle. Maître Michael Malka-Seban, l'avocat de Shafat Abdallah, est en position délicate. Moi, ma préoccupation, c'est qu'elle soit crédible. Et elle ne l'est pas. Et plus on va avancer dans la procédure d'instruction, et moins elle va l'être, puisqu'elle se contredit. Et ça, c'est jamais bon en matière de justice. Je me souviens d'une anecdote à propos du fait qu'il s'était entièrement changé. Quand je lui dis, Monsieur Rouviot indique que vous aviez prévu des vêtements de rechange. Elle me dit, non, c'est faux, il n'y avait pas de vêtements. Effectivement, on a brûlé des vêtements sur une route, mais on est rentré en sous-vêtements. C'était pas crédible, surtout que ses enfants étaient encore réveillés. Si on avait vu maman rentrer en culotte, les enfants auraient probablement relevé que quelque chose n'allait pas. Et la fois d'après, elle me dit qu'en fait, elle avait toujours des vêtements de rechange dans la voiture. Encore une autre version. Et qui en fait donne d'elle une image catastrophique. Shafat renvoie une image de femme diabolique. Mais pour son avocat, c'est une menteuse pathologique. En général, quand quelqu'un ment devant la justice, on lui dit « mais si vous mentez, c'est que vous êtes coupable, forcément ». Mais là, il y a une autre explication. C'est juste qu'elle a une personnalité qui fait qu'elle a besoin de mentir. Les psys ont donné différentes explications concernant la personnalité de Shafat Abdallah et certains évoquent notamment le fait qu'elle a besoin de se créer une vie un peu romanesque, une vie un peu tumultueuse, une vie, que ce soit Emma Bovary avec Flaubert ou Bachung avec Madame Rêve, on a des fois ce genre de personnalité. Moi, je ne sais pas si c'est ça, puisqu'elle ne me dit rien. Si vraiment elle mentait dans un but utilitaire pour essayer justement de se soustraire à la justice et à ses responsabilités, elle mentirait mieux. Depuis son enfance, Shafat Abdallah est une gamine à part, réfugiée dans un monde imaginaire. Sa sœur témoigne sous anonymat.
Shafa est la 4e d'une fratrie de 5 filles. Donc nous sommes toutes nées aux Comores, dans l'océan Indien. Elle était souvent à l'écart. Donc c'est devenu une enfant très très timide, réservée, solitaire. Après, elle jouait beaucoup à s'inventer des rôles pour pouvoir en fait s'imaginer des amis. On l'appelait poteau quand elle était adolescente. Pourquoi ? Parce qu'elle parlait à un poteau. Elle pouvait rester des heures en conversation avec un poteau. On sentait qu'il y avait des moments où elle avait l'air triste, d'autres où elle rigolait. En fait, elle était dans son monde tout simplement. Elle passait son temps à se faire en fait à cette vie, on va dire, qu'elle voudrait avoir. Et ça n'a interrogé personne. Elle était dans un environnement familial où, effectivement, on va pas voir un psychiatre ou un psychologue. On se pose pas de questions. On l'a laissée pousser comme ça, peut-être en se disant qu'elle était jolie fille et que du coup, elle s'en sortirait. En réalité, elle a évidemment des carences affectives, éducatives et des troubles psychologiques. Ça, c'est certain. Enfant repliée sur elle-même, Shafat devient une adolescente complexée par son physique. Elle était grande et très très mince, on va dire maigrichonne et toute plate. Mais elle le vit très mal. Son physique, elle se trouvait pas jolie. Elle s'est dit, on verra plus tard, peut-être quand je serai maman, j'aurai ceci, j'aurai cela. Après son BEP couture à 18 ans, Shafat s'installe avec son petit ami. Après la naissance de ses 2 filles, elle se sépare du papa et décide de prendre soin d'elle. Elle décide de faire appel à un chirurgien plasticien pour se faire refaire la poitrine. Et bien, à ce moment-là, elle reprend confiance en elle. Elle le dit clairement qu'en fait, elle se sent femme. Et là, elle va devenir effectivement séductrice. C'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle plaît. Donc, elle va mettre, on va dire, cet atout en valeur sans être vulgaire. Parce qu'elle se plaît et qu'elle est contente. Et là, eh bien, elle devient une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle gagne en confiance. Shafat rencontre des hommes avec lesquels elle connaît des relations plus ou moins sérieuses, jusqu'à son idylle avec Sylvain Rouviot. Dès qu'elle s'est installée avec Sylvain, elle a complètement changé. On n'a pas eu de sonnette d'alarme, mais c'était pas elle, quoi. C'était pas elle, c'était plus du tout elle. Donc là, elle partait dans des... Voilà, c'était la débrouille. En fait, on ne savait pas de quoi elle vivait. La sœur de Shafat sent bien que quelque chose ne va pas, jusqu'à cet appel d'octobre 2012, où elle apprend que Shafat est en prison pour le meurtre de Jacques Sérail. Dans ma tête, je me suis dit, l'accusé, c'était le compagnon. Eh bien, voilà, je n'arrivais pas et je pense que je n'avais pas non plus envie à ce moment-là de me poser la question sur sa position à elle dans l'histoire. Parce que je me suis dit, elle en est incapable. Pour y voir plus clair, la juge d'instruction organise une reconstitution avec tous les protagonistes. Les 2 suspects, les policiers, les experts et les avocats. Et les 2 suspects restent fidèles à eux-mêmes. La reconstitution, moi je m'en souviens, elle commence mal parce que Shafa fait un malaise. J'observe les gens qui sont autour de nous et c'est malheureux, mais je vois des sourires se dessiner. Voilà, on se dit encore, voilà, la manipulatrice, elle veut nous apitoyer, etc. On aura une personne avec une personnalité histrionique, du rire aux larmes, des cris, au chuchotement, au malaise vagal, enfin un grand cinéma. Le commandant Serge Martin est présent lors de cette reconstitution. Dans la version de Madame Abdallah, en fait, elle a entendu, mais elle n'a rien vu. Et elle n'a pas participé à mettre le corps dans le coffre. Donc c'est une version, je dirais, qui est assez en retrait de l'action. Le major Patrick Morez. Moi, je suis chargé donc de faire le rôle de Sylvain Rouviot. C'est impossible de prendre comme ça quelqu'un de cette corpulence tout seul pour le mettre dans le coffre d'une voiture. Au départ, les avocats disent si c'est possible, et non, on s'apercevra qu'il faut être à 2 vraiment pour charger le corps dans la voiture.
Et Shafat Abdallah dit qu'elle a pris la tête du convoi pour aller se débarrasser du corps sous la menace de Sylvain Rouviot. La juge Valérie Noël tente d'obtenir des réponses. Si vous êtes devant et que vous suivez les directives de M. Rouviot, comment il fait pour vous donner des directives? Et là, elle me dit, par téléphone, bien évidemment. Il n'arrêtait pas de m'appeler ou de m'envoyer des textos pour me dire d'aller à tel ou tel endroit. Et là, je lui dis, mais madame, les téléphones étaient coupés. Et là, elle panique complètement. Elle regarde son avocat, elle me dit, mais maître, dites-lui, c'est pas vrai. Il me téléphonait. Et son avocat dit, non, madame, les téléphones étaient coupés. Même ses avocats qui ont essayé de tout faire pour la défendre étaient en difficulté parce qu'elle disait des choses qui étaient complètement fausses, quoi. Sylvain Rouviot, lui, s'en tient à la version qu'il a donnée à la juge lors de ses aveux. Celle d'une correction qu'il voulait donner à Seraï et d'une Shafat qui est sortie en hurlant de la voiture, poursuivie par son amant. Et à ce moment-là, la victime sortirait une arme de poing et menacerait donc M. Rouviot. La victime tire une fois en direction de M. Rouviot. M. Rouviot riposte avec son fusil de chasse, ne touche pas la victime. Il se rapproche. Deuxième tir, qui serait celui qui aurait touché la partie gauche du thorax. M. Rouviot se rapproche encore de la victime. La victime lui tourne le dos et serait plus ou moins penché vers l'avant. Et à ce moment-là, troisième tir de M. Rouviot, au niveau de l'épaule. On avait un tir qui était donné, selon les médecins légistes, de bas en haut, avec un angle d'environ une quinzaine de degrés. Et effectivement, lorsqu'on fait nos mesures sur la personne qui représente la victime, on a un angle sensiblement de l'ordre de 15 degrés. Cette version est compatible avec les éléments retrouvés sur les lieux ou sur la victime. Maître Emmanuelle Franck, l'avocate de Sylvain Rouviot. Lorsqu'il dit « j'ai tiré dans la vitre du véhicule », on retrouve des bris de verre. Lorsqu'il dit « nous avons brûlé nos vêtements à tel endroit », on retrouve de mémoire des éléments de calcinés encore à cet endroit-là. Donc c'est important, dans la défense de Sylvain Rouviot, de se rendre compte que tout ce qui peut être vérifié est vérifié et corrobore ce qu'il dit. Tout se vérifie, enfin presque. L'arme avec laquelle Jacques Seraï aurait menacé Sylvain Rouviot n'a pas été retrouvée. Un élément important pour l'avocat de Shafat Abdallah, maître Michael Malka Seba. L'arme de Seraï a-t-elle existé? Parce qu'on sait très bien que pour lui, c'est le mobile. Il tire parce qu'on lui tire dessus. Finalement, il est dans une position de défense. Mais ça, c'est assez classique quand on veut édulcorer sa responsabilité. On dit, mais je me suis défendu, c'est pas un meurtre, j'avais pas de volonté de tuer, on me tire dessus, j'ai pas eu le choix, j'ai eu peur, j'ai tiré. Mais on n'a jamais retrouvé l'arme de Seraï. Alors c'est vrai qu'il y a des témoins qui disent qu'il était souvent armé. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je m'interroge. On aurait pu retrouver cette arme comme on a retrouvé l'arme du crime. C'est sur ces deux versions totalement opposées que Shafat Abdallah et Sylvain Rouviot sont renvoyés devant les assises. Deux accusés qui vont devoir convaincre la cour que le mensonge est dans l'autre camp. Mais alors qui les jurés vont-ils croire? Le procès débute le 11 janvier 2016 devant la cour d'assises de Gironde, à Bordeaux. C'est la menthe religieuse de Caser qui attire tous les regards. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi, suit le procès. C'est une femme qui a perdu un petit peu tous ses attraits, forcément. Hein. C'est un petit peu fanée, elle est sous le coup de quelques mois de prison, de détention provisoire déjà. Hein. Donc c'est une femme qui est tout à fait différente. Hein. Le décolleté et la poitrine opulente ont été remplacés par un col roulé, sombre, et par-dessus une croix. L'un de ses avocats, maître Édouard Martial, est décontenancé. Ça, je ne l'avais pas anticipé. Et donc, à la première suspension d'audience, je m'en souviens comme si c'était hier, je viens la voir et je lui dis, mais madame, vous espérez impressionner qui? Pourquoi ne pas rester naturel? Dans ce procès, on avait dit que vous deviez être naturel. Et moi, j'ai confiance en vous et je vais vous suivre sur ce terrain-là. Elle me dit, maître, j'ai rencontré la foi. Donc, j'avais plus de discussion possible. Et l'impression que ça a fait sur les jurés, c'était absolument extraordinaire parce que juste derrière, on entend, dès le début de l'audience,
qu'elle est menteuse, en fait, tous les défauts. Et puis, ce qu'elle fait des hommes. Donc, en 1 heure, le portrait de Madame Chaffat portant une croix sur son plastron de col roulé noir, ça dégringole. Et là, il faut ramer. Assis aux côtés de Shafat Abdallah, Sylvain Rouviot fait une toute autre impression. Sylvain Rouviot, c'est quelqu'un de très naturel, c'est quelqu'un qui s'exprime avec un accent méridional très prononcé, comme s'il sortait un petit peu d'un roman de Pagnol, quoi. Il est un peu brut comme ça, avec ses gros bras, mais c'est un personnage attachant. Ses avocats comptent sur le côté sympathique et bonhomme. Un bon bougre qui est entré dans la délinquance à cause d'une famille violente. Ses avocats dressent son histoire. Très vite, il va être dressé à voler. Et donc, on va très vite lui apprendre à chaparder, mais quand je dis on, c'est le papa, qui va très vite voir l'intérêt qu'a ce gamin, qui est petit, et qui, comme il est petit, peut rentrer dans des petites fenêtres pour aller faire des cambriolages, et donc on va, dès le plus jeune âge, lui donner les codes de la délinquance, et lui apprendre à être un bon délinquant. Et tu seras un bon délinquant, mon fils. Et puis il va développer ses activités qui ne sont pas du grand banditisme. Que les choses soient claires, c'est des petits vols à la petite semaine. Enfin, c'est misérable dans le niveau de la délinquance. Mais Sylvain Rouviot passe tout de même quelques années en prison, jusqu'à ce qu'il rencontre Shafat Abdallah, la copine d'un ancien codétenu. Elle est bien foutue, elle est hypersexuée, elle attire les hommes, elle a cette réputation qui tourne dans la maison d'arrêt de Tarascon. Et Rouviot qui est... et c'est pas péjoratif. Petit, un peu bien portant, va réussir à séduire cette femme. Sur certaines photos de l'époque, il est à son bras comme si c'était un trophée. Shafat Abdallah, c'est la réussite de l'homme qui est au bras d'une femme magnifique que tout le monde convoite. Avec la fierté qui est la sienne d'avoir cette femme, on va voir très rapidement qu'elle aura de l'emprise sur lui. Pour moi, ça n'est pas possible. Je ne vois pas comment une jeune femme, qu'elle soit la plus jolie du monde, peut parvenir à, de janvier à septembre, faire basculer quelqu'un qui est un ancien taulard, qui est conscient des dangers qu'il encourt sur une affaire de meurtre, à aller le convaincre d'aller tuer quelqu'un. Bien évidemment, je ne crois pas du tout à Monsieur Rouviot, le toutou de service et le toutou de madame. Ça, je n'y ai jamais cru. C'est pas quelqu'un qui est habitué à se laisser manipuler de cette sorte, même par le sexe, dont il dit qu'il est extrêmement dépendant. Il a voulu nous faire croire au cours de l'information judiciaire qu'il était une marionnette. Mais c'est pas du tout ce que disent les témoins. Les témoins de personnalité, son ex-compagne, disent qu'il était extrêmement violent, jaloux, soupçonneux, et que c'est quelqu'un qui a un gros caractère. La sœur de Shafat assiste à l'audience. En gros, le portrait qui était exposé, c'était, elle, c'est la séductrice, la manipulatrice, la diabolique, celle qui a commandité. Et lui, le pauvre gentil, qui était manipulé, qui a fait ça par amour, limite, et puis voulait faire peur. Il était pour rien. Il était pour rien, mais bon sang, il a quand même tiré à 2 reprises. C'est dur à entendre. Les avocats de Shafat Abdallah font tout pour démontrer que leur cliente dit vrai, qu'elle n'a jamais fomenté ce crime. La mort de Jacques Sérail, c'est un coup de sang de Sylvain Rouviot. Les avocats de Shafat Abdallah ne lâchent rien. Sylvain Rouviot, quand je l'interroge, je lui dis « Mais vous étiez venu pour tuer Jacques Sérail ?» Il me dit « Mais pas du tout. Est-ce que vous saviez que vous alliez tirer ?» « Mais pas du tout. Quel est l'élément déclencheur ?» C'est parce qu'il m'a tiré dessus, ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir. Donc il reconnaît que lui-même ne savait pas qu'il allait tuer Jacques Sérail ce soir-là, et on nous dit, en tant que vérité judiciaire, que Chafa, elle, le savait. Elle le savait comment? Elle a un pouvoir divinatoire. Vous voyez, là c'est la limite du raisonnement. C'est-à-dire qu'on a tellement mystifié le personnage qu'on lui en prête des dons divinatoires presque surnaturels. Comment elle pouvait savoir ce que l'auteur principal lui-même ne savait pas? Ça ne tient pas sur le plan du bon sens et sur le plan juridique. Après 4 jours d'audience, l'avocat général ne fait pas de distinction entre les 2 ex-amants. Pour lui,
Ils sont tous les deux complices de la mort de Seraï. Elle a tendu le guet-apens, il a tiré. Et ils demandent 20 ans chacun. Du côté des deux équipes de défense, chaque camp va donc ferrailler dur pour sauver son client. Celle de Sylvain Rouviot martèle évidemment que c'est Shafat Abdallah qui a tout organisé. On se retrouve dans cette forêt à ce rendez-vous avec les 3 protagonistes qui viennent tous pour des raisons différentes. C'est-à-dire que vous avez Jacques Seraï qui est appelé par Shafat Abdallah. Lui, il vient pour un rendez-vous amoureux. Vous avez Shafat Abdallah qui, elle, vient pour 2 choses. Elle vient pour dire à Jacques Seraï, maintenant c'est terminé, va-t'en, je ne partirai pas avec toi. Mais elle indique à Sylvain Rouviot qu'elle vient pour lui dire d'arrêter d'harceler sa fille et d'avoir des propos déplacés à l'égard de sa fille. Et vous avez un Sylvain Rouviot qui, lui, alors n'est pas au courant que c'est l'amant de Shafat Abdallah, qui n'est pas au courant que cette histoire de pédophilie est fausse, et lui, il vient pour, à un moment donné, faire peur à Jacques Seraï. Et donc vous avez 3 protagonistes qui viennent pour des raisons complètement différentes, et la seule personne qui connaît tous les tenants et les aboutissants de la venue de tout le monde, c'est Shafat Abdallah. En réponse, l'avocat qui suit Shafat Abdallah depuis le début de l'affaire et qui connaît bien cette femme explique que ce costume de manipulatrice machiavélique est bien trop grand pour elle. Je pense pas qu'elle ait eu, je ne sais pas comment le dire, mais si, parlons clairement, l'intelligence, elle n'était pas suffisamment maligne pour fomenter quelque chose comme ce qu'on lui reproche. Contrairement à d'autres, moi, je n'accuse pas l'un pour sortir celui que je défends, et j'essaie de faire passer cette idée que cette femme, elle n'a strictement aucune raison de tuer Jacques Seraï. Je demande aux jurés de constater qu'il y a à minima un doute et on plaide l'acquittement avec la plus grande vigueur parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge pour la condamner. Mais ça ne marchera pas. Au bout d'une demi-heure, je lis dans le regard des jurés que je suis en train de plaider pour une femme qui est une manipulatrice, qui est une hystérique, qui est une mythomane et qui est le diable en personne. Après 4 heures de délibéré, le verdict. Là, le verdict, j'aurais voulu qu'il le répète parce que je me suis dit, c'est pas possible. Là, à ce moment-là, lui, il prend 20 ans, elle a 18. Et je me dis, c'est pas possible. Et les avocats me rassurent en me disant, ne vous inquiétez pas, on va faire appel. Un an plus tard, Shafat Abdallah et Sylvain Rouviot sont donc rejugés par la Cour d'appel de Charente. Shafat Abdallah est condamné à la même peine, 18 ans, mais Sylvain Rouviot prend 2 ans de moins, 18 ans, comme elle. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à La Belle et le Taulard. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.